C'est bon. Voilà, il est 18h24 à Kinshasa. Nous voici encore une fois de plus pour une heure environ de réflexion. Nous allons réfléchir ensemble. Devant vous, c'est M. Jérémy Mutombo. Nous nous excusons pour les quelques rendez-vous que nous n'avons pas tenus. C'est là, indépendamment de notre très bonne volonté, cependant. Nous avons d'autres obligations de la vie qui nous appellent par-ci par-là. C'est pour cela que notre agenda ne nous a pas permis de répondre à ce rendez-vous. Nos amis qui nous ont envoyé des questions au plus 243 81 243 98 17, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de répondre à vos questions. On pourra le faire même prochainement, parce qu'on a beaucoup à se dire aujourd'hui. On a beaucoup à se dire. Il y a peu, je pensais qu'on devait en principe essayer de réfléchir en tant que peuple souverain sur le contrat avec les Américains. Vous savez, je suivis M. Moïse Katumbi qui enfin a dit que l'accord avec les Américains c'était une bonne chose pour la population, mais il se disait que peut-être que Tshisekedi ne respecterait pas cet accord parce que Tshisekedi n'a pas l'habitude de respecter les accords. Et c'est quoi maintenant le vieux discours où par exemple vous avez Fulgence Mouteba qui nous a expliqué qu'il y avait le minerai qui était bradé pour 99 ans en vue de s'éterniser au pouvoir. Ces histoires où nous sommes manipulés par des discours qui sont faux font de nous vraiment les victimes de certaines personnes qui, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, qui en fait sont en train d'essayer de nous manipuler. Parce que nous sommes souverains. Et nous ne saurons jamais exprimer cette souveraineté si nous-mêmes nous ne sommes pas en possession de la vérité. Si nous-mêmes nous ne nous intéressons pas de l'information, la vraie. Nous allons essayer de réfléchir. Nous n'allons pas malheureusement nous appesantir sur le contrat américain parce que l'actualité exige. Nous devons évaluer la marche. L'opposition a programmé un sit-in au niveau du palais du peuple qui a tourné au vinaigre. Il y a eu ce que vous et moi avons vu. Mais nous allons essayer un peu de réfléchir pour tirer notre part. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le but de la politique, c'est de conquérir le pouvoir et le contenir le plus longtemps possible. Au-delà de tous les scénarios, tous les spectacles que vous voyez, c'est-à-dire la bonne foi qui est prêchée par ceux qui sont au pouvoir, le chapelet de bonnes intentions présenté par ceux qui sont à l'opposition, il y a les enjeux du pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient à l'opposition hier. Et ceux qui sont, je vis notamment l'ancien président Joseph Kabila, qui appelle la population à se soulever, la population de tous bords à se soulever, pour essayer de barrer changement ou modification de la Constitution. Vous voyez, quand vous regardez un monsieur comme Joseph Kabila essayer de recourir au peuple pour lui demander de se soulever, et quand vous vous souvenez d'une date comme le 29 novembre 2011, où il fallait interdire à Étienne Tshisekedi de descendre par l'aéroport de Ndjibi, parce qu'il fallait éviter de faire le spectacle de voir Tshisekedi drainer de foule à Kinshasa, et la garde républicaine, les images, la documentation de Human Rights Watch ainsi que tous les organismes des droits humains. Et quand vous voyez Kabila se plaindre et demander à ce que le peuple puisse lui venir en aide. Donc, nous, le peuple, nous sommes le détenteur de la souveraineté de ce pays. En deuxième lieu, nous allons évaluer, nous allons voir cette histoire de changement de la Constitution. Bien sûr qu'il y a ceux qui sont au pouvoir qui, d'une ou d'une autre façon, en politique, il n'y a pas de cadeau. Cherche à s'éterniser au pouvoir, cherche à se donner une position plus ou moins bonne. Il y a ceux qui sont aussi à l'opposition, qui tentent de voir aussi leur tour. Martin Fayulu, c'est déjà près de 65 ans. Il s'est dit, ben, si Tshisekedi doit encore s'ajouter 10 ans, j'aurai 75 ans. Et puis, c'est de bonne guerre. Voyez un peu la dynamique des choses. C'est que nous sommes en 2018, Martin Fayulu est deuxième. Après Félix Tshisekedi. Nous sommes en 2023. Martin Fayulu est troisième après Moïse Katumbi. La dynamique politique peut évoluer avec le temps. Sinon, on se dit, pendant que j'ai encore du jus, que j'essaie encore de forcer,
C'est un peu ça la bataille. Et nous, le peuple, nous sommes en train de regarder. Nous allons réfléchir ensemble. Le numéro de contact, c'est le plus 243 81 243 98 17. Poser des questions de suggestions. Nous aimerions bien, dans les jours à venir, avoir de moyens plus avancés où chaque fois que nous parlons, nous posons par exemple des exemples, qu'on ait par exemple de programmation, où on est en train de donner des images, d'illustrations, mais comprenez, nous évoluons avec nos moyens de bord. Mais le plus important, c'est la matière que nous donnons. Nous allons évaluer l'histoire des différentes constitutions de notre pays. Je crois que prochainement, nous allons naviguer dans l'histoire des constitutions de pays africains, des pays européens, américains, de vieilles démocraties, pour essayer un peu de comprendre, est-ce que ce qui se passe chez nous est-il normal? Peut-on modifier une constitution? Peut-on changer une constitution? Est-ce que le changement d'une constitution est la mort d'une démocratie? Est-ce que la modification d'une constitution est la mort d'une démocratie? Est-ce que le changement d'une constitution peut-il procurer des avantages à un camp tout comme à un autre? Nous allons le voir dans cette émission. Si on ne le voit pas ailleurs pour les vieilles démocraties dans cette réflexion d'aujourd'hui, on pourra le voir dans le live des jours à venir, mais aujourd'hui on va évaluer l'histoire de la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, il y a une sit-in devant le palais du peuple. Martin Fayoulou, Denis Sesanga, Jean-Marc Abound, Ados Nobassi, les grandes figures de l'opposition actuelle. Bien sûr qu'il y avait Moïse Katumbi qui a donné de l'énergie à partir de là où il est. Il y a Joseph Kabila qui a tenu à s'exprimer la veille comme une certaine façon de communiquer des ondes positives à ceux qui devaient marcher pour faire échec à ce qu'il définit comme l'arrogance qui s'est installée au sommet de l'État. Nous allons évaluer tout ça. Cependant, selon les directeurs de cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Israël Boutala, qui je cite, qui est un ancien journaliste, les amis de l'opposition sont allés voir le gouverneur parce que la constitution actuelle ne dit pas que pour que l'opposition puisse avoir une activité, qu'elle puisse demander une autorisation. Cependant, elle va informer les autorités, parce que les autorités, ce sont elles, bien sûr, qu'on ne le veuille pas, qui sont censées protéger et ceux de l'opposition et ceux de la majorité, et les activités de la majorité et les activités de l'opposition. Alors ils sont allés voir monsieur le gouverneur Daniel Boumba-Lubaki, ils ont discuté. D'après ce qui est sorti de cette soirée, en tout cas, de la version de fait du directeur de cabinet du gouverneur, ils se sont convenus que, vu la sensibilité de la question, la ville a décliné la responsabilité de sécuriser cette manifestation au niveau du palais du peuple. Parce que nous sommes en pleine plénière et il y a de la matière abondante au niveau du palais du peuple. C'est quand même le siège du pouvoir législatif. Alors, on leur a dit ceci. Ce n'est pas parce que vous allez faire le sit-in devant le palais du peuple que les choses vont évoluer en votre faveur. Nous serons en mesure de vous sécuriser au niveau du terrain à Sosa. Alors, d'après le directeur de cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est ça ce qui se sont convenus pour ce soir-là. Alors, jusqu'à preuve du contraire, sur aucun média, je n'ai suivi les leaders de l'opposition de mentir ce que le directeur de cabinet du gouverneur a dit quant à ceux. Mais du moins, même sur France 24, j'ai suivi Aurélie Bazara Kibangoula, qui dit que, d'après les autorités, il s'était convenu avec les leaders de l'opposition que le sit-in devrait se tenir devant, sur le terrain à Sosa, parce que le palais du peuple est inviolable et tout ceci. Alors, au lendemain, le jour J du sit-in, il y avait un dispositif sécuritaire au niveau du terrain à Sosa qui attendait l'encadrement de la manifestation. À ce niveau-là, moi je pense qu'il y a déjà un problème. Parce que je pense qu'il y a au bureau de Moussa Nazara Bokanga téléphone. Ça aussi c'est ton travail. Il fallait anticiper, essayer de savoir, essayer d'infiltrer ces gens-là et savoir ce qui s'est tramé derrière leur conscience.
Parce qu'ils ont pris la police à contre-pied. Pendant que la police les attendait au niveau du terrain à Sosa, ils sont sortis, ils ont pris la direction du palais du peuple. Alors, en prenant la direction du palais du peuple, les images que nous avons tous vues font état de la police qui essaie de dissuader les amis de l'opposition pour qu'ils ne viennent pas au palais du peuple et qu'ils aillent au terrain à Sosa tel que convenu. Ça, nous sommes en train d'abord de relater le fait. Si nous relatons le fait, nous allons tirer les conséquences parce que, vous savez, lorsqu'on se veut rationnel devant les évidences, les arguments ne tiennent pas. S'il vous plaît. Je sais que depuis la naissance de notre pays, la République démocratique du Congo, je crois en avoir déjà parlé dans mes anciennes réflexions. Notre politique est née avec de partis politiques tels que ABACO, Association des Bakongo, CONACAT, la Convention du Katangé, des histoires genre MNC, Kalonji, donc ABACO, Association des Bakongo, CONACAT, Convention au Congrès du Katangé, tout ça. Déjà à la naissance de notre pays, il y a cette implication tribale, cette implication qui nous inhibe un peu de toute réflexion constructive ou forcément, parce que c'est Albert Kalonji Moulopoint, je dois être là. Parce que c'est Mbuta Kasavubu, Joseph, je dois être là parce que je suis Congo. Parce que c'est Mouzé Tchombe, je dois être là. Et de tout ce qui fait que nous n'avons pas vraiment évolué en termes de maturité. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir que Tozo Yimwa Sima. Parce que désormais, vous ne verrez pas de débat politique à la dimension du débat, par exemple, Ngouza Kariband contre Etienne Tshisekedi Omulumba. Vous ne verrez par exemple de débat politique du genre Etienne Tshisekedi contre Birindwa. Léon Kengoa Dondo contre Ngouza Kariband. Ce genre de débat n'existe plus. Ce genre d'hommes politiques n'existe plus. Nous avons, malheureusement, je dois le dire, des hommes politiques à la dimension de Willy Bakonga. C'est-à-dire qu'il vous dit que dans son sang, il y a le nom de Kabila. Demain, les choses évoluent, il vous dit qu'il prie qu'on soutire à chacun 5 ans de vie, qu'on donne à Tshisekedi. Demain, lorsque ça sera Jean-Marc Aboud, je ne prophétise pas, ce n'est qu'une façon de dire, on va lui tirer, je ne sais pas moi, il va demander qu'on lui coupe une jambe, qu'on ajoute à Kabound, par exemple. Voyons-moi ça. Alors, moi, je vous dis, moi, j'étais malheureux de voir le roi de Belge à Kinshasa, le gouverneur de l'époque, Jean-Denis Ngobila, pour le citer, je n'ai rien contre lui, en train de danser Fati Béton, Fati Béton. Ce n'est pas le rôle du gouverneur. Chaque fois que votre leader, Yomutu Bakabela Kapolo, Yomutu Landaga Batousima, vous devez vous aligner derrière de lignes politiques qui ont un courant de pensée constructif qui peut favoriser votre avenir. Vous imaginez que rien que ce mouvement de tralala, il y a la naissance de notre jeune démocratie, notre jeune république, en 1960 jusqu'à 1961, on va avoir un vide. Lumumba va révoquer Kasavubu, Kasavubu va révoquer Lumumba, les Katangais vont faire leur sécession, les Kassaïens vont faire leur sécession, finalement, et puis tout ça. Et les amis ont évolué, les amis qui étaient en train de nous envier. Moi, je pense qu'il est l'heure d'avoir une nouvelle classe politique. Je vais dire encore une chose. On a toujours attribué, je dirais à tort, à certaines personnes la responsabilité de renouveler la classe politique. Non, il fallait qu'il renouvelle la classe politique. Non, s'il vous plaît. Le député national a un mandat qui est indépendant. Parce que la Constitution dit tout mandat impératif est nul. Yomuto voté député. Yomuto voté Willy Bakonga. Yomuto voté Nicolas Kazadi. C'est vous qui avez voté ces gens. Et Tshisekedi se retrouve
de par notre constitution, obligé d'évaluer une majorité établie. Et dans une certaine mesure, par rapport à notre constitution telle qu'elle se présente, il a l'obligation de cajoler aussi cette majorité dans le sens de poil, parce que si cette majorité n'est pas acquise à sa cause, le pays ne va pas évoluer et il ne va pas gouverner. C'est une fatalité. Et quand on parle de renouveler la classe politique, moi je pense que c'est à nos peuples l'obligation de renouveler la classe politique. Il y a des gens qui, le palais du peuple est devenu Ndakunabango. Ala mukato ebi ke Evariste Bochab na mweka a remis ma député. Ala mukato ebi ke Christian Mondo a remis ma député. Ala mukato ebi ke Tchela Kamba malgré les gars qui n'a césarienne a remis ma député. Mais toutes ces personnes-là, c'est vous qui les votez. Tantôt parce qu'il est de votre coin, tantôt parce qu'Akabeli Bino Polo, parce qu'Akabeli Bino. Je pense que avec tous ces cycles électoraux que nous avons eus dans ce pays, nous sommes au 4e. Nous avons suffisamment de maturité à comprendre qu'un polo ne peut pas valoir une voix. Il est temps que nous votions des gens qui ont du courant de pensée. Nous revenons à l'évaluation de la marche. La police est prise à contre-pied. Au lieu d'aller vers le terrain à Sosa, le leader de l'opposition vont se diriger vers le palais du peuple. Et la police va essayer de les en dissuader. Les images sont là. Nous avons vu les amis qui accompagnaient les manifestants. Denis Sessanga, Jean-Marc Aboudi, Martin Fayoul, Ados Ndombasi. Vous ne pouvez pas parler d'une manifestation pacifique dès lors que vous accompagnez des gens qui sont à minute d'armes blanches. Non, je ne suis pas dans la typologie à Fatih Batonte quand même. Comment vous appelez ça une marche pacifique dès lors que vous accompagnez des gens avec des machettes? Et aujourd'hui, je pense que c'est une honte pour vous que, bon, ça, les manifestations, il y a opposition, il n'y a aucune chancellerie sérieuse, même les chancelleries qui sont contre Félix Tshisekedi, qui n'arrivent pas à formuler de condamnation nette et claire, de recommandations, parce que, attendez, nous avons des amis aux États-Unis. Bimana nous a liché devant le policier américain. Menace un policier américain avec une arme blanche. Tu vas voir de quoi il est capable. Je n'ai pas vu, par exemple, Martin Fayoulou dissuader les amis qui l'accompagnaient pour décliner, dire non. Moi, je ne suis pas dans ça. Naboy machette bolo roi. On verrait ça, par exemple. On n'a pas vu ça. Chaque fois que la police s'approchait de Martin Fayoulou, ses amis avec leurs machettes, avec leurs pierres, ils essaient de bousculer la police. Ce qui fait que la police était aux environs de, presque à hauteur de la construction de Kinshasa Arena. On a dû bousculer la police qui a reculé jusqu'au niveau même du palais du peuple. Les gens se sont même réfugiés dans l'enceinte du centre culturel. Comment vous définissez ça? Comment vous appelez ça? On appelle au respect de la Constitution. Et c'est quoi? Ça, c'est d'une part. Vous n'avez pas raison. D'autre part, je vais, Madame Aurélie Bazara Kibangoula, journaliste, tendre de micro à nos amis de la force du progrès. La police, dites-nous un peu. La force du progrès, à quel statut dans ce pays? Il y a quoi qu'on sungayo la police pour sa ordre public. Je n'ai pas vu la police inquiéter les amis de la force du progrès. La vidéo que j'ai vue, où on est en train de lapider le monsieur qui avait le t-shirt de Sidé, elle est insoutenable. Et on a vu, à moins qu'on me dise que, en tout cas les experts, vous allez nous aider, hein, à moins qu'on nous dise qu'il s'agit d'un montage d'intelligence artificielle. Je parle vraiment sous réserve. Je n'ai pas été sur terrain, mais avant de venir tenir de telles réflexions,
parce que vous savez que nous sommes responsables de ce que nous disons, je puis visualiser plusieurs images. Je vis au moins que quand on est en train d'achever le monsieur, il y a même les éléments de la police qui sont mélangés avec des amis en tenue civile. Je me suis posé la question, au niveau de l'éthique, au niveau de la formation professionnelle, de la conscience du policier, et je me suis posé la question, comment le policier a-t-il accepté de se mélanger avec les éléments de la force du progrès? Madame Aurélie Bazara-Kibangoula tend le micro à un monsieur de la force du progrès, et lui dit, ouais, nous sommes la force du progrès, c'est-à-dire qu'ils ont décliné l'identité. En tout cas, s'il faut être beaucoup plus prudent en tant que juriste, il faudrait peut-être, avant qu'on arrive à nous prouver que les amis ne sont pas de la force du progrès et que c'est peut-être un monde. En tout cas, là, on est dans les spéculations. Il y a une certaine présomption d'innocence qu'il faut mettre à ce niveau-là. Soyons responsables. Mais au moins, le monsieur décline son identité comme étant de la force du progrès, étant venu appliquer l'article 64 pour empêcher celui qui veut prendre le pouvoir de force. Ça, en tout cas, comment vous assumez ça? Et vous qui avez envoyé ces gens-là, et vous, surtout, moi je pense que la plus grosse responsabilité, c'est au niveau des éléments de la police qui ont accepté de se mélanger avec les amis de la force du progrès. Les éléments de la police qui ont assisté au massacre et qui ont même, selon les images, en tout cas, je reviens encore pour dire, à moins que l'image soit trafiquée par intelligence artificielle, mais l'image qui circule sur la toile fait état, je parle sous réserve, même des éléments de la police qui ont vu, qui ont assisté à l'achèvement de ce monsieur. Ça, c'est insoutenable pour un État qui se veut un État de droit. Bref, au lendemain, bon, il y a aussi du chantage. Hein. Martin fait nous dire qu'on a tiré sur moi à bout portant. Eh Martin, à bout portant, avec de tirs à balles réelles. Non, non, s'il vous plaît, Martin. Quand on tire sur toi à bout portant, à tir à balles réelles, je ne te crois pas être vivant. Parce que on est dans une phase où le gouvernement a promis des enquêtes. Je pense que quand on est dans une enquête qui se veut crédible, toutes les pistes sont ouvertes. Parce que je n'ai pas compris que tout le monde avait finalement du sang. Jean-Marc Abound avait du sang, il est blessé à quel niveau? C'est une évaluation qu'il faut faire. C'était le sang de qui? Je pense que plus loin, l'État a les moyens, on peut mettre même on peut même tirer l'ADN du sang qui a été retrouvé sur la chemise de chacun, d'Élysée Sanga, Martin et tout ça. Parce que, en tout cas, dans les enquêtes criminelles, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est un chantage de l'opposition qui fait un montage où on trouve... En tout cas, je ne confirme pas. On ramasse une chèvre, une poule quelque part, on prend du sang et puis on se met sur la chemise. Est-ce que c'est en réalité du sang? Moi, je pense que plus loin, déjà, les habits dont se revêtaient les amis devraient être déjà repris par la police pour évaluation. On devrait déjà faire de tests d'ADN pour évaluer sur chacune de chemises à qui appartiendrait le sang. Est-ce que c'est le sang de Martin? Est-ce que c'est le sang de Jean-Marc? Est-ce que c'est le sang d'Erdos Ndombassi? Est-ce que c'est le sang de qui? Ça, c'est un point. Donc, le gouvernement promet, d'abord, le gouvernement a pris contact avec les amis de l'opposition. Ça, c'est un comportement responsable de la part du gouvernement. Ils ont pris contact avec les amis de l'opposition pour essayer d'abord de garantir le droit de manifestation, qu'on le veuille ou pas. Je m'inspire de la lettre de l'Église du Christ au Congo, qui dit que finalement, on ne peut pas empêcher de réfléchir sur une modification ou pas de modification, changement de la Constitution, mais cela doit se faire dans un cadre consensuel les uns avec les autres.
Alors, dès lors que le gouvernement affirme son attachement à respecter la liberté d'expression, de manifestation pour l'opposition, ça c'est d'abord un bon signe. Le gouvernement promet une enquête crédible sur l'évaluation de cette marche. Je me suis posé plusieurs questions. Si par exemple, on mettait la main sur nos amis de... en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça paraît que les amis, Bazaba Mample a SID. Ce sont de militants, il y a SID. À moins que, SID, on les a piégés, mais chaque fois qu'ils étaient pourchassés, SID. Ils défendaient les SID, ils défendaient Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou, il s'est senti vraiment en sécurité entre leurs bras. Cette complicité, Bazaba SID. Si on mettait la main sur ces gens-là, mais il y a une responsabilité aussi morale. Il y a Martin Fayoulou. Il y a que comment tu t'es accompagné de ces gens-là avec deux armes blanches. Est-ce que le gouvernement sera en mesure d'ouvrir par exemple un procès contre Martin Fayoulou pour incitation à la violence? Est-ce que ça sera une entorse à la démocratie? Est-ce qu'on sera en mesure de mener ceci jusqu'à la fin? Ce sont des hypothèses que nous posons. Les amis qui se sont présentés comme étant de la force du progrès, si on mettait la main sur eux, parce qu'il y a aussi de visages qui se sont vraiment définis, si on mettait la main sur eux, est-ce que, si l'implication par exemple du parti présidentiel est établie, est-ce que la justice de notre pays est en mesure de mettre en cause les autorités de l'UDPS par exemple? Ou bien on va se limiter tout simplement à arrêter quelques éléments de la force du progrès au Bilogébima qui place son âme. On va les jeter peut-être en prison. On va arrêter quelques éléments du SID. On va les jeter en prison. Mais en mettant les éléments du SID en prison, est-ce que... Mais ils se sont accompagnés de Delis Sanga, de Martin, ils étaient ensemble. Est-ce que le pouvoir judiciaire de notre pays est en mesure d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Ça, ce sont des interrogations que je me pose. L'avenir va nous en dire plus. Parlons de la Constitution. Moi, je pense que nous avons beaucoup mystifié cette affaire de la Constitution. Il y a eu plusieurs constitutions dans notre pays. Et ce n'est pas seulement notre pays. Je vis Joseph Kabila, qui estime que modifier ou changer la Constitution par Tshisekedi, c'est un acte attentatoire. On va définir un peu le fait, et puis vous et moi, nous allons évaluer pour savoir est-ce qu'on peut modifier la Constitution. La première Constitution de notre pays a été gérée, parce que vous savez, Torzon dans la cour d'histoire, de 1885 jusqu'à 1908, notre pays s'est appelé l'État indépendant du Congo. Il était dirigé par le roi de Belge, il n'y avait pas de Constitution. Lorsqu'il y a des exactions de la part de la couronne belge et l'implication de toute la communauté internationale et tout, le roi de Belge va céder l'État indépendant du Congo à la Belgique, au gouvernement belge. Ça va devenir le Congo belge. Lorsque ça devient le Congo belge en 1908, Ndebaye Kocha, le décret royal sur le Congo belge, on appelle ça, en termes techniques, on appelle ça la loi du gouvernement du Congo belge. C'est en fait la première constitution de notre pays, l'État moderne. Même si plus loin, certains historiens vont plus loin pour dire que nos royaumes avaient des constitutions, mais dans l'histoire moderne, c'est la première constitution. Certains experts disent que ce n'était pas une constitution comme telle parce qu'elle était dépourvue de toute substance légitime, parce qu'elle ne jouissait pas de la légitimité populaire. Le peuple souverain n'avait pas été mis à contribution dans l'élaboration, tout comme dans l'adoption de ces décrets royaux, la loi belge sur la loi sur le gouvernement du Congo belge. Alors, nous allons avoir la constitution du 19 mai 1960. C'est elle qui va donner naissance à la première république. C'est elle qui consacrait ce pouvoir qui était partagé entre le premier ministre Patrice Emery Lumumba et le président Joseph Kasavubu. Elle va montrer ses limites dans la mesure où, vous allez voir déjà, dès la première année, Lumumba qui va révoquer Kasavubu, Kasavubu qui va révoquer Patrice Emery Lumumba,
Et la Constitution va nous mettre devant une certaine cacophonie. Et voilà comment nous avons évolué. Et en 1964, parce que Patrice Emery Lumumba va mourir le 17 janvier 1961, en 1964, nous allons avoir la Constitution de Louabourg. La Constitution de Louabourg, c'est le 1er juillet 1964. Pour certains experts, ils ont estimé que c'est la meilleure constitution de l'histoire de notre pays. Je cite Étienne Tshisekedi Moulumba de Rose et Noir, il a toujours recouru à la Constitution de Louabourg comme étant la meilleure constitution de l'histoire de notre pays. Même si plus tard, il va parler des travaux constituants de la conférence nationale souveraine, mais du moins, retenez que le 1er juillet 1964, nous allons avoir la constitution de Louabourg. La constitution de Louabourg, elle va consacrer un régime présidentiel hybride. Elle va demander à ce qu'on ait 21 provinces. Parce qu'on avait à l'époque 6 provinces, elle consacrait qu'on passe de 6 provinces à 21 provinces. Et cette constitution, vous savez que déjà quand on vous parle du 1er juillet 1964, on va dire que le 24 novembre 1965, c'est le coup d'État du général Joseph Désiré Mobutu. Ce qui fait que la constitution, avec le coup d'État, on ne dirige pas un pays avec le coup d'État, avec une constitution. Il y a eu cette imposition de l'armée et tout ça. Finalement, on va avoir la constitution du 24, la constitution de 1967. C'est elle qui va donner naissance à la deuxième République avec le maréchal Mobutu. Et il va la modifier lui-même en 1971 pour rebaptiser notre pays le Zaïre, ainsi que ma ville Moussoussou, telle que Kananga qui va devenir le Louabourg, le Katanga qui va devenir Chaba, le fleuve Congo va devenir le fleuve Zaïre, et même l'hymne national va changer à mot, c'est la modification de 70 et qui va prendre effet en 71. Cette même constitution de 67 que Mobutu va modifier en 70, il va la modifier 16 fois jusqu'à ce qu'en 1977, le maréchal va chuter pour que Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive. Mouzé Laurent Désiré Kabila va avoir le décret constitutionnel. À Kambambo, on a un décret constitutionnel. Lui-même, Mouzé Kabila, son propre décret constitutionnel, a modifié Yango 3 fois. Et puis, nous allons avoir en 2003 une autre constitution qui va être issue de l'accord global inclusif, la constitution du 4 avril 2003. Yende Azerovandissa, c'est qu'on a eu comme le 1+4. Le 1+4 a été géré sur base de la constitution du 4 avril 2003. Du 4 avril 2003 jusqu'à ce qu'on arrive en 2005, on a le scrutin référendaire, et puis en 2006, le 18 février, on a la constitution du 18 février 2006, que Kabila va modifier, le président Kabila va modifier en 2011. Donc, ce sont les différentes constitutions de notre pays. Avec toute cette histoire de la constitution de notre pays, vous allez voir qu'il y a eu des constitutions qui ont été changées dans notre pays, modifiées. Le président Joseph Kabila qui dit que c'est un acte, c'est une atteinte à la souveraineté de notre pays, la modification d'une constitution, il a modifié la constitution en 2011. Parce que la constitution version originale de 2006, du 18 février, disait que la présidentielle était à 2 tours. Pourquoi la présidentielle était à 2 tours? Quand vous lisez le préambule de la constitution de 2006, vous allez voir qu'on met l'accent sur les crises récurrentes qui ont pour cause la légitimité de régime qui est au centre du débat. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba pouvait aller en rébellion contre Mouzé Kabila et Joseph Kabila parce qu'il estimait que Mouzé Kabila, c'est un rebelle qui s'installe. Le décret constitutionnel de Mouzé Kabila n'avait aucune légitimité populaire. Et c'est comme ça que le constitution de 2006 va dire que pour mettre de côté cette histoire, il fallait avoir un scrutin présidentiel à 2 tours. Au premier tour, pour permettre à tout le monde de postuler. Maintenant, les deux qui vont se détacher, qui arrivent en premier, on va avoir le deuxième tour.
On va revenir au deuxième tour pour que le président qui est au deuxième tour puisse être élu avec une forte majorité afin d'avoir une forte légitimité populaire. Afin que tous se retrouvent dans ce président-là. Nous arrivons en 2011. Calcul politicien, parce que la politique, ce n'est pas l'église. Joseph Kabila et sa majorité, avec tout ce qu'ils avaient comme majorité, ils vont estimer que, parce qu'en 2011, après l'enrôlement des électeurs, il y a Mouzé Kyungwaku Mwanza qui va tirer la sonnette d'alarme. Les Kassaïens représentaient à eux seuls 40% de l'électorat katangais. Kinshasa, souvent le siège de l'opposition. Le 2 Kasaï était acquise à Etienne Tshisekedi. Le Congo central. Et il y avait d'autres provinces où on devait se départager. Souvenez-vous que l'Équateur, avec un Jean-Pierre Bemba en prison, battrait pavillon pour Etienne Tshisekedi. Alors, se mettre dans une confrontation qui mettrait Tshisekedi face à Joseph Kabila au second tour, ça mettrait Kabila en danger. Il fallait plutôt miser sur quelque chose. L'opposition, Léon Kengoa Dondo, Vital Kamerhe, n'acceptant pas de s'aligner, Oscar Kachal avec le BIREC, n'acceptant pas avec l'UREC, n'acceptant pas de s'aligner derrière Etienne Tshisekedi, qu'il trouvait intransigeant, qu'il ne partageait pas le pouvoir, l'opposition irait méli-mélo. Si on arrivait en deuxième tour et que tous ceux-là n'étant pas là, toutes ces personnes qui, à l'Équateur, qui pouvaient soutenir Léon Kengoa Dondo, tous ceux du Kasaï qui pouvaient soutenir Oscar Kachala, tous ceux du Kivu qui pouvaient soutenir Vital Kamerhe, pourraient former une alliance qui s'alignerait à Etienne Tshisekedi et ça mettrait le calcul de Kabila en danger. Kabila a modifié la constitution sans consulter le peuple. C'était au palais du peuple, avec les députés. Et le peuple souverain avait regardé. Est-ce qu'on peut me dire, la modification de la constitution de 2011, elle consacrait quel intérêt du peuple congolais? Elle a permis le calcul politique de Kabila d'aller de l'avant. Parce que la politique, ce n'est pas l'église. La démocratie, le pouvoir, c'est la légitimité et la légalité. Ce n'était pas illégal. Kabila a agi de la majorité parlementaire qu'il avait et il a initié cette modification au niveau du Parlement. Il l'a fait sur une base légale, mais pas légitime. Mais comment Kabila peut estimer que Tshisekedi, quant à lui, ne peut pas modifier une constitution? Parce qu'il y a une forme de, je dirais, nostalgie. Les gens qui se sont beaucoup accrochés au maréchal Mobutu, quand Kabila est venu, ils voyaient Kabila moins président que maréchal Mobutu. Ce qui fait que chaque fois que Kabila voulait prendre une prérogative, on trouvait qu'il avait trop osé. De même que les gens qui se sont accrochés à Joseph Kabila, parce que Moussé Kabila n'a pas mis beaucoup de temps, les gens qui se sont accrochés à Joseph Kabila, chaque fois que Tshisekedi prend des initiatives, les mêmes initiatives qu'on avait soutenues hier, on a du mal à les accepter. On estime que Tshisekedi est moins président que l'ait été Joseph Kabila. Ça, c'est un peu une certaine nostalgie qui déforme la réflexion scientifique de l'élite de notre pays, sans compter le flatteur. Mais cette nostalgie aussi. Donc, en droit, il y a la loi, il y a la loi, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Kabila est précurseur d'une jurisprudence de modification de la Constitution dans le Parlement. Il ne peut pas condamner Etienne Félix Tshisekedi. Il ne peut pas condamner une modification de la Constitution. Il ne peut pas. Parce que lui, il a modifié la Constitution en 2011. Nous réfléchissons. Nous ne prenons pas parti. Nous réfléchissons. Le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution est une matière de souveraineté. Ce n'est pas une matière où
le président Tshisekedi peut se tenir et dire Ngai Tshisekedi n'a changé la constitution. Non, à lui seul, il ne le peut pas. De même que il n'appartient pas à un individu de dire que Ngai n'a condimaté pour changer la constitution. Non plus. Il appartient au peuple souverain. C'est lui qui définit le cadre de changement ou pas de la constitution, parce que c'est le pacte républicain. La démocratie étant la dictature de la majorité dans le respect des règles des jeux. C'est ça, la réflexion, la vraie. C'est-à-dire, nous sommes en 1942 jusqu'en 1945, il y a la Seconde Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt arrive fin mandat. Nous sommes en 1944. Il est fin mandat. Mais nous sommes en pleine guerre mondiale. C'est-à-dire que initier une campagne électorale en cet état où nous sommes en pleine guerre mondiale, ça va déchirer le peuple américain. Dès lors, le peuple, le salut du peuple est la loi suprême. On sursoit la Constitution. On a laissé Franklin Delano Roosevelt. Il est passé jusqu'au 3e mandat. Et il va mourir en 1946. Il n'appartient pas à un individu de dire que moi, je change la Constitution. Il n'appartient pas non plus à un individu de dire qu'on ne change pas la Constitution. Il appartient au peuple. Moi, je pense que le vrai travail devrait être de prêcher au peuple les raisons pour lesquelles le peuple devrait barrer route au changement de la Constitution pour la part de l'opposition. Et le vrai travail devrait être celui de prêcher au peuple pourquoi devrait-il valider un changement ou une modification de la Constitution pour ceux qui sont au pouvoir. Je pense que c'est ça la démarche la plus, dans la mesure où on veut nous respecter par exemple. Parce que on s'installe dans un régime ou dans un système où on ne nous respecte pas. On dit des choses pour nous manipuler parce qu'on estime que vous et moi, peuple, ne nous sommes pas intelligents. Par exemple. Ceux amis qui sont autour du chef de l'État, qui vont aller en campagne pour que la Constitution soit modifiée, pour que le chef de l'État soit au pouvoir. Ce sont ces mêmes amis qui ont pilonné des projets du genre Tirer-Gelou, où il fallait, je prends juste un exemple d'un tronçon que je fréquentais, j'étais au terminal TCK, je vis, le projet était tel que, partant de la 7e rue Limité, au niveau du petit boulevard, la route va jusqu'au dépôt diesel de Lomatra, fait une bretelle qui va faire jonction avec la première rue Landos, va repartir du terminal jusqu'au petit boulevard première rue Landos, va repartir du terminal jusqu'à Forgeron, et qui va sortir de Forgeron jusqu'à l'avenue de Militants pour atteindre l'aéroport de Milo. Vous avez floué et regardez ce que vous avez fait. Ce sont des amis tels que le dit Nicolas Kazadi, que l'argent sortait pour des projets, on se distribuait et puis le projet pouvait souffrir après. Ce sont ceux qui vont battre campagne pour le changement de constitution. Ce sont les bidets mandats qu'on a pris en flagrance avec des vidéos ou trafic d'influence, au nom du chef de l'État, je peux. Ce sont les Marcelin Bilonga. Ce sont les Didier Chiyoyi qui a pilonné la francophonie et qui a fui, qui est allé s'installer en Europe. Donc, monsieur le Président, il y a des personnes qui vous acclament. Pendant qu'ils vous acclament, ils ne vous acclament pas. Ils s'acclament eux-mêmes en vous. Ils vous prennent au piège. Mais dans une certaine mesure, il y en a qui estiment aussi que, par exemple, si Félix Tshisekedi doit construire le corridor de Lobito, et puis on va y joindre le corridor de Banana, qui va partir de Kasumbalesa
le corridor de Lobito va aller par la frontière d'Ilo-Logar et sortir vers le port de Banguelo en Angola. Et puis celui de Banana, il va continuer, traverser le Kasaï jusqu'au Congo central, désenclaver le pays. Et on va avoir cette bretelle, cette boucle qui va partir aussi du Kasaï, prendre le Bandundu, le Grand Équateur, la Grande Orientale, une partie du Kivu, le Tanganyika, désenclaver le pays. Si par exemple, quelqu'un dit aussi que non, nous modifions la Constitution pour permettre avec ces règles de finir aussi ça. Ce sont aussi les universités. Parce que dans une certaine mesure, on ne doit pas être là, le rôle en a c'est comme par exemple, Jean-Marc Aboud, j'ai déploré le fait qu'il y a des choses à dire du président Tshisekedi. Mais critiquer la construction d'université, ça vous a exposé au ridicule, très cher Jean-Marc. Il ne faut pas tout condamner pour condamner. Vous êtes politicien, choisissez des choses qui sont sérieuses, condamnées. Il y a beaucoup de choses à critiquer sur Tshisekedi, mais on ne peut pas nous empêcher de dire que la République démocratique du Congo n'a jamais construit des universités officielles. Les universités que nous avons, l'UNEKIN, c'est une université de l'Église catholique qui est la zarianisation, le marchand Mobutu va récupérer, et ainsi que l'université même de Lubumbashi, les grandes universités. Lorsque par exemple, une ville comme la ville de Kananga, la ville de Mbujimayi, avec une forte densité démographique, avec une jeunesse très mobile, il faut parcourir 2 kilomètres pour aller au Katanga, subir la stigmatisation tribale de amis, ou venir à Kinshasa, loin de parents, parfois dépourvus de moyens pour soutenir. Lorsqu'on vous construit une université dans votre ville, ça permet aux parents qui est au champ, il peut faire ce maïs, il dépose un petit col de maïs à son fils qui est au campus, il peut faire ce champ, il soutient les études de son fils, c'est un progrès social, on ne s'y oppose pas. Si on doit faire pareil à Bandaka, si on doit faire pareil à Beni, il y a des travaux qui sont en construction, et on ne s'y oppose pas. On ne s'y oppose pas, nous réfléchissons. Plus 243, 81, 243, 98, 17, nous réfléchissons ensemble, on ne s'y oppose pas. Donc, il y a le pour et le contre. Il y a des amis qui estiment que l'opposition n'a pas sérieusement critiqué l'agression rwandaise. Certains opposants, je suivis même si Moïse Katumba essaie un peu de se rétracter, j'ai suivi son porte-parole, Olivier Kabila, dire que la rébellion, les rebelles, ils exigent le respect de la Constitution. Non, mais attendez, monsieur Olivier, en 2022, lorsqu'est tombé Bunagana, il n'y avait pas de projet de Constitution. Vous disiez que Tshisekedi était en train de mal diriger lorsque Bunagana est tombé. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que la Constitution prévoit que lorsque la classe dirigeante ne gouverne pas bien, il faut faire une rébellion? Monsieur Joseph Kabila, lorsque en 2014, les Bretton Woods rompaient avec le gouvernement de Kinshasa pour mes gestions, fallait-il aller en rébellion contre vous? Vous nous avez dit, il faut nous respecter. Voilà, c'est un peu ça ce qui dérange. Vous ne nous respectez pas, nous, le peuple congolais. Joseph Kabila nous a dit, on l'accuse à tort d'être avec le M23. Nous avons cru, parce que Joseph Kabila, c'est le Chinarambo, nous avons cru. Il dit vrai. Il nous a dit, si moi, Kabila, j'étais avec le M23, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont. Mais nous avons vu, je crois, depuis 2024, Eric Kouba, un monsieur congolais arrêté en Tanzanie, qui a plaidé, il a donné les pistes de comment qui impliquait Joseph Kabila dans cette affaire. Alors, ça peut être une manipulation du gouvernement. Mais, plus tard, on va voir Joseph Kabila à Goma, tenu par la rébellion. Cette rébellion que tu as combattue, elle te sécurise désormais. Ça demande des explications. Mais quand on me dit Goma, c'est à qui? C'est le Congo. Mais oui, c'est le Congo, mais tenu par les Rwandais et pas par les rebelles.